Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 23 juin 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec un thème clé. Aujourd'hui, les PMI manufacturiers qui sont tombés ce matin. Mais avant ça, Wall Street a clôturé en hausse après le discours de Powell, le Nasdaq ayant même atteint un record en clôture. Sous l'effet des gains enregistrés surtout par les gros bulldozers tels que Amazon et Microsoft et aussi d'autres géants, des investisseurs qui effectuent toujours une rotation vers les titres à forte croissance et qui quand même soutient massivement l'indice actuellement. Alors Jérôme Powell s'est exprimé hier devant une sous-commission parlementaire de la Chambre des représentants. Le président de la Fed a réaffirmé que celle-ci voulait encourager un rétablissement assez vaste et inclusif du marché du travail. Jérôme Powell a encore une fois réaffirmé aussi que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant seulement sur des craintes sur l'inflation. Donc, pour Jérôme Powell, encore une fois, il a de nouveau souligné que l'inflation n'est que transitoire et qu'elle ne devrait pas durer dans les prochains mois. Alors, les valeurs censées profiter pleinement du rétablissement de l'économie ont quand même surperformé depuis le début de l'année, tandis que les titres à forte croissance, dont les principaux acteurs technologiques, ont finalement retrouvé du souffle depuis que la Fed a adopté la semaine dernière une position sur les taux d'intérêt considérée par beaucoup d'observateurs comme plus agressive qu'attendue. On verra justement après dans la partie macro des indices en Europe qui ont quand même délivré des signaux baissiers en hebdomadaire et d'un autre côté un Nasdaq qui lui au contraire vient de délivrer un signal technique haussier. Donc on fera le point juste après. En Europe, eh bien, les investisseurs attendaient les PMI manufacturiers, mais malgré de bons chiffres, eh bien, les inquiétudes inflationnistes reprennent le dessus, toujours, même si les données économiques montrent une augmentation de l'activité commerciale en juin, puisque la croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a atteint en juin son rythme le plus élevé depuis 15 ans. Donc on est quand même sur des niveaux assez hauts grâce à l'assouplissement des mesures de confinement et surtout au rebond de la demande. Donc la levée des restrictions sanitaires, aussi possible grâce à l'avancée de la vaccination et à la baisse des nouvelles contaminations, a permis à l'indice PMI Flash Composite de grimper à 59,2 en juin, soit son niveau le plus élevé depuis juin 2006, après 57,1 en mai. Donc on est quand même sur des niveaux records du jamais vu depuis près de 15 ans. Et les économistes interrogés par Reuters, eux, prévoyaient en moyenne une hausse moins marquée à 58,8. Donc toujours vraiment des indicateurs qui montrent une forte reprise économique en Europe. Mais, comme je vous le disais, cela n'a pas suffi à rassurer les investisseurs puisque les craintes inflationnistes sont de nouveau sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, nous avons dans la matinée des bourses européennes qui cèdent du terrain malgré ces chiffres qui sont quand même plutôt encourageants en Europe. Concernant la partie macro, eh bien ici nous avons le Nasdaq. Comme je vous le disais, le Nasdaq a enregistré un record en clôture hier. Et force est de constater que graphiquement, on évolue dans un triangle ascendant. Donc, est-ce qu'on a un bull trap ici ou est-ce que c'est le signal d'une nouvelle jambe de hausse? En tout cas, après plusieurs semaines de consolidation, j'attendrai quand même une clôture hebdomadaire, mais on a un breakout haussier sur le Nasdaq
Et en tout cas, cette sortie par le haut de triangle plaide pour une nouvelle vague haussière. Si on reporte l'objectif théorique à moyen long terme, en tout cas, ce serait les 16 000 points. Donc, un peu tiraillé entre des indices européens et même un S&P 500, comme je vous le disais en début de semaine, si on regardait les unités de temps hebdomadaires qui ont validé des signaux baissiers, en tout cas via un avalement, via une divergence baissière, et dans le même temps, un Nasdaq qui, par contre, reste toujours très solide et valide, lui, un signal technique haussier. Donc, lequel des indices nous délivre une fausse information, c'est un peu le grand mystère. Toutefois, le Nasdaq pourrait encore une fois surperformer, hein, comme il l'a déjà fait en 2020. En tout cas, j'attendrai quand même une clôture hebdomadaire pour confirmer la cassure de ce triangle qui est en place depuis quand même plusieurs mois. Mais très clairement, un Nasdaq qui, lui, ne s'essouffle pas, continue d'inscrire des records historiques, alors qu'en Europe, eh bien, le marché commence à, lui, à s'essouffler. Donc, à suivre. Mais techniquement, je constate que le Nasdaq, si le niveau des 14 175 eh bien, tient, cela serait potentiellement encourageant pour créer une accélération haussière et pourquoi pas pour les investisseurs actions se placer justement sur des valeurs technologiques qui tirent l'indice à la hausse pour effectuer eh bien, une nouvelle, pas une nouvelle rotation, mais un nouveau arbitrage dans vos portefeuilles et se placer sur ces valeurs qui pourraient progresser, je pense, encore de 10-15% si, comme le suggère l'analyse technique, l'objectif théorique est atteint. Ici, c'est un graphique qui représente le comportement des investisseurs en 2021. Un sondage assez effrayant, j'ai envie de dire, puisque la question est de savoir comment votre choix d'investissement, enfin, sur quoi se basent vos choix d'investissement pour investir dans les actions. Et la plupart des gens, du moins les particuliers, ont répondu que certes, ils lisent les journaux, les revues financières sur les sites internet, donc en soi ce qui constitue un bon élément, je trouve. On peut trouver des bonnes informations sur les sites spécialisés, bien entendu. Donc 60% ont répondu quand même, enfin, une grosse partie ont répondu que les sites internet et les journaux eh bien, leur permettaient de faire des choix d'investissement, du moins d'avoir des éléments pour investir sur le taux de valeur. Et derrière, les réponses sont un peu plus catastrophiques, j'ai envie de dire, car en fait, on se base sur absolument rien. On est sur des biais où la tendance actuelle avec les influenceurs, les réseaux sociaux, des conversations entre amis ou même des shows à la télévision comme on a pu avoir avec Elon Musk qui était attendu la dernière fois sur le Dogecoin dans un show télévisé aux USA. Et donc, on se rend compte que finalement, les comportements ont évolué. Avant, nos décisions d'investissement étaient basées sur soit des fondamentaux, soit sur de l'analyse technique, bref, sur des éléments qui permettaient d'avoir une analyse assez fine des marchés. Et aujourd'hui, on est dans des biais, en fait. Ici, ce sont les compagnies, les entreprises que nous croyons connaître. Donc, en fait, ça représente des biais de familiarité, j'ai envie de dire. Et on préfère investir dans ce que l'on croit connaître. Et généralement, on constate que les titres domestiques sont toujours surreprésentés dans les portefeuilles. Les investisseurs particuliers pensent investir dans des valeurs qu'ils croient connaître. Par exemple, ça peut être du Renault, ça peut être
Dans le secteur automobile, un très bon exemple, ce sera Renault, j'ai envie de dire. Le titre a connu une chute assez impressionnante depuis les déboires avec Carlos Ghosn. Mais Renault, ça parle à tout le monde. Quand on sort en bas de la rue, on croise des voitures Renault. Donc, on pense connaître la valeur. Du coup, elle nous paraît, c'est un biais de familiarité. Donc, on croit connaître cette valeur et finalement, on décide d'investir dessus alors que ce n'est pas forcément un choix très judicieux, surtout dans le secteur automobile. Renault n'est pas réputé pour surperformer le secteur. Hein, je prendrais d'autres valeurs du style Ferrari surtout, qui surperforme le secteur, pourquoi pas Volkswagen, mais finalement, un premier élément qui montre que les décisions d'investissement se basent sur des biais. Ici, via les réseaux sociaux, et là, je pense que c'est un véritable fléau, dans le sens où beaucoup d'influenceurs ont quand même envoyé pas mal de gens au casse-pipe, surtout sur les crypto-monnaies. Comme j'ai pu le lire sur Twitter via des influenceurs américains et même français, je ne citerai pas les noms bien sûr, mais beaucoup se laissent bercer par ces influenceurs qui pensent détenir le Graal, alors que pas du tout. Bien souvent, ils n'ont aucune connaissance en trading ou même sur les marchés financiers, mais de par leur forte communauté, eh bien, créer un effet moutonnier et tout le monde se précipite sur leurs conseils qui ne sont pas forcément pertinents et judicieux. Les réseaux sociaux peuvent être une source en soi d'information aussi, mais bien évidemment, il convient de sélectionner, d'être sélectif, encore une fois, de ne pas suivre n'importe qui sur les réseaux sociaux, de filtrer un peu, d'avoir des personnes un peu sérieuses et de ne pas, au contraire, être attiré par des personnes qui vous promettent monts et merveilles alors qu'ils n'ont aucune connaissance sur les marchés financiers. Ici, conversation entre les amis et la famille. Donc encore une fois, hein, baser ses choix d'investissement uniquement sur une conversation entre amis, bon, ça fait un peu discussion de comptoir, je trouve. Et en aucun cas, ce sont des décisions basées sur des fondamentaux, sur une étude des dossiers. Donc vraiment, ça fait un peu au petit bonheur la chance. Tiens, un ami m'a parlé de cette valeur, ça m'intéresse, j'en ai discuté avec d'autres potes. Et on base en fait nos investissements sur plusieurs personnes qui discutent entre elles. Et en aucun cas, finalement, ces personnes-là ont creusé véritablement pour savoir si cette valeur, si ce choix d'investissement est bon ou pas. Et enfin, les shows télévisés, et là, très clairement, c'est Elon Musk. Exemple typique avec le Dogecoin, hein, qui était attendu sur une émission, je ne me souviens plus exactement le nom de l'émission. On achète la rumeur et on vend la nouvelle. Et derrière, le Dogecoin s'est effondré. Finalement, on attend que ça nous tombe dans le bec, j'ai envie de dire. Et les particuliers se basent vraiment sur des gros effets de news de la part de certaines personnalités, mais au final qui ne reposent absolument sur rien, comme ce fut le cas avec le Dogecoin. Et derrière, eh bien, la crypto-monnaie, c'est quand même si elle a eu une forte hausse en 2021, suite à l'apparition d'Elon Musk dans le show TV il y a quelques semaines, derrière, la crypto-monnaie s'est quand même bien effondrée. Donc, très surpris, voire même très étonné de voir en fait les nouveaux comportements des investisseurs en 2021, surtout de la part des particuliers, autant les pros ne réagissent pas comme ça, mais ce sont tout simplement des nouveaux comportements. On voit qu'on a eu de nouveaux boursicoteurs qui sont arrivés sur les marchés avec le crack de 2020, qui ont profité des cours bas pour justement investir. Certains ont réalisé même de très beaux gains, bravo à eux, mais derrière, le marché ne sera pas aussi facile pour les semaines, voire même les années à venir. Et très clairement, si ces personnes restent sur des choix d'investissement via des biais de familiarité ou via des influenceurs,
eh bien, je ne donne pas cher de leur peau sur le long terme. Côté graphique, intéressons-nous au CAC 40. Si je reste baissier toujours sur le CAC 40, je vous parlais donc de la cassure Tenkan Kijun hier, mais à confirmer si on clôturait au-dessus des 6620, car pour moi, on avait eu une bougie impulsive, directionnelle et baissière. Derrière, c'était un rebond avec un retracement et on était toujours sur les 61,8. Certes, on avait deux setups qui étaient validés ici, mais je vous disais que tant que les 61,8 n'étaient pas breakés à la hausse, il s'agissait d'un rebond et qu'on pouvait avoir un piège haussier avec un faux signal. Pour le moment, c'est le cas actuellement. Malgré les bons PMI, les investisseurs restent toujours un peu tourmentés par les craintes inflationnistes. Et là, ce matin, on est en train de faire un bel avalement 4 heures. Donc, à suivre avec la clôture, mais pour moi, ça reste baissier. Si on repasse en plus sous les 6600 points et qu'on clôture vraiment sous la grosse zone, alors autant hier, on a clôturé au-dessus des 6600 points, effectivement, mais ce matin, en tout cas, ça ne prend pas et on est en train de repasser sous la zone technique. Donc, invalidation pour moi de la cassure Tenkan Kijun pour l'instant. Et si on clôture juste ici, je reste toujours baissier en me disant que là, c'était un signal vendeur sur le CAC pour aller chercher un peu plus bas. En données horaires, est-ce que j'ai un peu plus d'informations? Non, mais pareil, on a quand même eu une belle bougie horaire, un avalement baissier horaire sur le niveau des 61,8. Ça rebreak. Pour moi, baissier, en fait, tout simplement, tant qu'on est sous les 6625. Voilà, tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus des 61,8, j'estime qu'on est dans un gros rebond et que les marchés peuvent très bien accélérer de nouveau à la baisse pour aller chercher voilà, les 6550 puis les 6537. Mais pour l'heure, j'éviterai d'être acheteur sur ce niveau actuel. Donc la clôture daily va être très intéressante pour la suite. Elle confirmera justement un peu cette fausse cassure qu'on a eue hier et elle nous permettra aussi de savoir si vraiment la cassure Tenkan Kijun va dysfonctionner. Mais en tout cas, quand je vois la configuration des prix en données 4 heures, j'aimerais juste qu'on repasse sous la moyenne mobile 50. Mais quand je vois cette configuration avec cet avalement ici, j'ai pas vraiment envie de me positionner à l'achat et d'être haussier sur le CAC 40. Bien au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'on a fait un gros rebond et que le marché pourrait repartir en direction des 5520, voire les 5000. 6520, voire 6500. Concernant le DAX, même chose sur l'indice allemand. Alors lui nous a fait un rebond quand même assez violent, mais je surveille ma grosse zone qu'on est en train de travailler vers les 15 550, toujours. Sur les futurs, c'est un peu plus propre. Pour l'instant, comme je vous le disais, cet avalement baissier n'est absolument pas invalidé, la divergence non plus. Tant qu'on ne clôture pas en fait au-dessus de 15 860, pour moi, on a eu un signal baissier sur le DAX. Et je me montre plus prudent depuis le temps que je vous parle de ce haut de canal et d'attendre un signal technique baissier. J'estime quand même qu'on a eu une structure, un pattern assez violent. Ça reste solide. Là, très clairement, il nous faudrait un break de la Tenkan en swing. Là, si on casse la Tenkan, vraiment, je pense qu'on aurait très facilement un retour sur la Kijun. Mais pour l'instant, un marché qui reste solide, mais on voit qu'en données 4 heures,
pareil, on se fait quand même un bel avalement baissier, on repasse sous le niveau des 61,8, des 50. Ça me donne pas envie d'être à l'achat pour l'instant sur le DAX, en tout cas. Si on regarde en données 4 heures sur les futurs, je trouve que les futurs sont vraiment propres et indiquent pas mal d'éléments clés, nous donnent surtout beaucoup d'informations. C'est ce range. Alors déjà, on a notre zone, juste ici. Tac. Voilà, on a la grosse zone. 15 525, 15 550, ça c'est une énorme zone. En parallèle, on est en train de faire un peu un double top et on est dans un range. Et voilà pourquoi j'attends la sortie par le bas de ce range, tout simplement. Alors les traders les plus agressifs tenteront des achats sur le bas de la zone 4 heures pour espérer prendre quelques points. Et les plus patients attendront tout simplement la sortie de ce range. Là, quand même, la bougie horaire est assez violente, mais très clairement, maintenant, j'attends une clôture, au moins 4 heures ou en horaire, sous les 15 515. Pour confirmer l'avalement baissier hebdomadaire, du moins, ça renforcerait le scénario baissier. Là, très clairement, si on consolide dans le range et qu'on sort par le haut, invalidation. Très clairement, je pense qu'on aura une invalidation de l'avalement haussier de la divergence. Si on reporte l'objectif théorique, on devrait retourner quasiment sur les 15 008. Par contre, je surveille vraiment cette fameuse zone 4 heures, 15 550, 15 030. On est pile poil dans un range horaire avec potentiellement un double top. Donc, si clôture sous 15 510, eh bien, il faudra privilégier les ventes pour retourner en direction des 15 350, puis 15 300, 280. Et seulement si on enfonce les précédents plus bas, alors là, je vise vraiment une opportunité swing plus profonde pour viser les 15 000 points. Mais très clairement, l'action va se passer ici dans les heures à venir sur la borne basse de ce range. Très clairement, c'est ce qu'il faut surveiller, la cassure par le haut ou par le bas de ce range de consolidation avec potentiellement un double sommet. Le Dow Jones, petite hausse pour l'indice américain, mais ça reste fébrile quand même, hein, après le gros rebond de la veille. Bon, on a fait les 50%. Voilà, on a fait les 50%. En données 4 heures, j'ai pas beaucoup d'informations sur l'indice de Jones. En données horaires, on est venu buter sur la moyenne mobile 50 et on a clôturé avec un peu un doji, un peu en pierre tombale. C'est un gros niveau clé. C'est un gros niveau clé sur le Dow Jones. L'objectif de la divergence finalement a été atteint. Donc, celles et ceux qui se sont positionnés eh bien, ont dû prendre quelques bénéfices. Je vais quand même aller voir les futurs avec la baisse des marchés européens, voir un peu la dynamique. La divergence ici qui a donné quelques points, mais bon, finalement pas très convaincant, je trouve. En données 4 heures, là ça me plaît. Là ça me plaît ce qu'on est en train de faire. Ouais, petit avalement 4 heures, on est sur la zone des 50, des retracements de Fibo.
on est sur un gros niveau clé, très clairement sur le Dow Jones. J'ai le sentiment que on pourrait repartir en direction du sud. Le seul élément qui me bloque, en fait, c'est vraiment la fausse cassure avec l'avalement haussier. On a quand même eu un vrai avalement haussier ici, assez puissant. En mode excès baissier, derrière, boum, on réavale. C'est vraiment cet élément sur cette unité de temps-là qui me dérange un peu pour repartir à la baisse sur le Dow Jones, mais d'un côté, ça ne prend pas, en fait. Là, on a un marché qui cale, on a eu de bons indicateurs, de nouveau des propos rassurants de Powell, mais c'est assez fébrile. Ça reste assez fébrile et donc tiraillé entre un signal technique haussier qui nous annonce une fin de baisse, d'un côté un marché qui s'essouffle et un retracement de 50% qui indique peut-être tout simplement un rebond technique. J'attendrai l'ouverture US cet après-midi. Après, j'aime bien le break qu'on est en train de faire ici, l'avalement 4 heures sur la zone des 50 avec la moyenne mobile 50. C'est une configuration intéressante, en tout cas. Avec ça, avec un stop loss juste au-dessus, ça pourrait permettre d'aller chercher quelques points. Bon, à voir comment les US vont réagir, mais en tout cas, je ne passerai pas acheteur sur ce niveau, très clairement. Je vais mettre en données 4 heures. Voilà. En données 4 heures, c'est simple. Tant qu'on est au-dessus tant qu'on évolue en dessous de la même 50 et du niveau des 50, je ne passe absolument pas acheteur sur le Dow Jones. Pour moi, on est dans une belle zone ici. Et donc, les vendeurs peuvent très bien tenter un retour en direction des 33 630. En tout cas, là, c'est un peu l'objectif que j'ai. Si je devais me mouiller, j'aurais plutôt un biais baissier pour aller chercher les 33 630. J'aime beaucoup la configuration sur le retracement des 50% de Fibonacci avec la moyenne mobile 50 et l'avalement baissier qu'on a formé en données 4 heures. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar qui entame son rebond, toujours, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On est sur un pullback pour l'instant, du moins. Tac. Si je veux être bien précis avec mon canal. Hop. On est sur un bas de canal, on est sur un pullback. Donc, reste à savoir si suite à la dégringolade, on tente de reprendre de la hauteur, on pullback, derrière on enfonce et on va chercher les 1,1750. Pareil, je ne passerai pas acheteur sur l'euro actuellement. La seule opportunité, c'était lundi, ici, durant la nuit, mais c'était encore possible avec la divergence qui, elle, a été validée. J'attends de voir. Là, on est quand même sur un gros niveau. L'objectif, ce serait les 1,20 quasiment. Mais on a un marché qui cale parce qu'on a la borne basse de ce canal. Pourquoi pas aller chercher les 38,2 mais ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué pour l'euro-dollar. Donc plutôt neutre, et j'attends de voir un peu si on réintègre ce canal haussier, pourquoi pas, dans ce cas-là, on pourrait remonter un peu plus haut, mais tant qu'on est sous la borne basse du canal, j'estime que c'est un simple pullback. Donc affaire à suivre, et qu'on pourrait évoluer derrière dans un plus gros range, mais surtout, pour l'instant, on a quand même un risque de dégringolade pour aller chercher la borne basse en direction des 1,1750. L'AUD-USD. L'AUD-USD, ici,
Ce qui me plaît, c'est le retour, comme je vous disais, sur la ligne de coup de l'épaule tête épaule. On n'a toujours pas de signal vendeur, en tout cas, mais on revient sur cette zone. On revient sur cette zone et le flux est baissier et c'est une zone en tout cas qui m'intéresse pour repartir dans le sens du flux. Donc là, on a quand même une très belle zone de prix, ligne de coup de l'épaule, tête épaule. On est en train de faire le pullback et sans donner 4 heures surtout. Voilà. J'attends un signal pour repartir dans le sens du flux, très clairement. La MM50 arrive en soutien. C'est vrai que là, on est déjà dans la zone. J'aimerais bien qu'on se fasse un petit excès pour se rapprocher le plus près possible de cette MM50, remonter encore un peu, et là, se positionner à la vente avec un stop loss un peu plus haut pour reviser, les 0,7480 et l'objectif des 0,7360. En données horaires, on va quand même regarder, mais non, toujours en données horaires, on reste sur des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, donc pas de signal baissier en tout cas. J'aimerais, ce serait très propre en tout cas, qu'on vienne faire un peu de l'excès dans cette zone, qu'on vienne chercher la moyenne mobile 50, et ici, dès qu'on a un beau signal horaire au moins 4 heures, eh bien, repasser à la vente pour viser la zone de support. Le gold, qui finalement m'a confirmé un avalement haussier. Alors hier, j'étais très étonné par la structure des prix en vous disant qu'on était sur un doji. Finalement, ProRealTime a décidé de changer le pattern, qui à la base lundi était un avalement haussier. Mardi, c'était un doji. Et aujourd'hui, finalement, ils ont restructuré les prix. Et on est sur un avalement haussier. Donc, c'est un peu embêtant d'avoir ces bugs de prix sur la plateforme. J'ai pareil sur les futurs, sur le Dow Jones. Je constate qu'on a un décalage de prix les week-ends entre le lundi et le mardi. En tout cas, on est toujours sur un avalement haussier. Mais sous résistance, très clairement. Sous résistance toujours. Donc, comme je vous le disais, pour moi, tant qu'on reste sous le niveau des 1800, eh bien, les vendeurs gardent la main, tout simplement. Et qu'il faudra attendre que les prix parviennent à s'extraire de ce niveau. Alors, malgré l'avalement haussier qui nous indique potentiellement un creux de marché, la divergence 4 heures qui, elle, est toujours en place, mais on sent qu'on est sous un gros niveau en fait et qu'elle cale très clairement et qu'elle va bientôt s'invalider si on repasse sous un peu le creux des 31 et que pareil, la moyenne mobile 4 heures va arriver sur ce gros niveau. Donc pour l'instant, en tout cas, l'or, je ne passerai pas acheteur sur ce niveau. J'estime que les probabilités sont trop grandes, trop importantes pour qu'on aille finalement chercher ce niveau. Vous voyez qu'ici, on a une oblique. Et donc, pour l'instant, passe baissière, rebond technique. Et si on est maintenu en échec, eh bien, pour moi, je vise l'oblique, direction les 1733. En tout cas, pour l'instant, ça reste mon scénario, tant que les prix en fait, sont sous la zone de polarité. Donc, les vendeurs, eh bien, qui sont à la vente déjà depuis un bon bout de temps, et, selon moi, il y a encore un potentiel baissier à venir sur l'once d'or. Voilà le scénario. Mais en tout cas, pas d'achat tant qu'on est sous la zone des 1790, très clairement. Soit on attendra la cassure de ce niveau, soit un retour sur l'oblique pour commencer à effectuer des achats. Mais là, le flux est baissier, la tendance reste baissière, même si on a l'avalement et la divergence, pour moi, on est sous un trop gros niveau, et donc il s'agit d'un rebond technique toujours.
Le Brent, objectif atteint. Bon, très solide, hein, le pétrole toujours. C'est très propre. C'est très propre. On est sur le niveau des quasiment des sur les plus hauts de 2019 ici. J'attends qu'on vienne chercher l'oblique, mais en tout cas, objectif atteint sur le pétrole, vers les 76. Et là, on est en train de former une petite divergence daily, mais elle n'est pas validée, mais ça reste haussier. Donc là, très clairement, vous devez avoir pris une grosse partie de vos bénéfices, si ce n'est l'ensemble de vos bénéfices. On a atteint quand même l'objectif majeur. Alors oui, l'objectif de triangle me donne un niveau à 80 $ quasiment. Mais là, on est quand même sur un gros niveau et il serait plus sage de prendre des bénéfices à l'arrivée de l'oblique et de la résistance clé de 2019, d'avril 2019. Mais pas question de vendre, toujours pas. Les acheteurs sourient, prennent des bénéfices, mais les vendeurs devront encore patienter. Hein, ça reste haussier en daily, en données 4 heures sur toutes les unités de temps. Et je ne vois absolument pas de signaux vendeurs. Pour l'instant, c'est haussier. Si on break, on peut même aller chercher la fameuse oblique. Pour l'instant, rien à faire sur le pétrole, si ce n'est prendre des bénéfices pour les acheteurs qui sont rentrés à la cassure du triangle. Le light, même constat. Des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Objectif, c'était les 74,70. On n'en est pas loin. Objectif final du triangle, ce serait les 76. Bon, je pense qu'on serait... Ça me semble bien parti pour qu'on aille chercher ce niveau. Pareil, on forme une petite divergence ici. On est en train de la former, toute petite divergence daily, mais elle n'est absolument pas validée pour l'instant. Donc, les acheteurs sont présents, ils gardent la main. Le marché ne s'essouffle pas, très clairement, c'est haussier sur toutes les unités de temps. Donc, pour l'instant, on remonte nos stops, on prend des bénéfices et les vendeurs devront encore attendre un peu. Pour celles et ceux qui souhaitent en tout cas vendre le pétrole, j'estime que ce n'est absolument pas le moment et qu'il est encore trop tôt et qu'il est nécessaire d'attendre des signaux maintenant baissiers ou de retournement pour enfin amorcer un mouvement correctif. Le Bitcoin, pour terminer, eh bien, très belle réaction des prix sur la MM50. Encore une fois, hein, pour vous reparler dans la partie macro où j'évoquais les influenceurs, les personnes qui basaient leur investissement sur des conseils via des influenceurs, je peux vous dire que ici beaucoup voyaient le bear market et que beaucoup ont envoyé pas mal de monde au casse-pipe. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Et encore une fois, comment expliquer la chute impressionnante? C'est l'effet de levier. Tout simplement. Alors oui, les news de la Chine ne sont pas bonnes, mais quand je regarde les stats et les positions des traders qui ont voulu jouer le rebond sur le BTC via cette zone de prix, effet de levier et stop mal placé. Encore une fois, donc purge, on fait de l'excès baissier pour venir chasser tous les stops, un peu trop proches, mal placés sur la zone, encore une fois. Mais c'est exactement les mêmes erreurs que ici. Ici, c'était pareil, mauvaise news, mais surtout beaucoup trop d'effets de levier. Quand je vois les comptes sur Binance qui sont avec de l'effet de levier à 40 ou fois 100 sur des cryptos, c'est affligeant, j'ai envie de dire. C'est un marché extrêmement volatile. Vous pouvez mettre de l'effet de levier sur les indices, sur les forex, sur les matières premières, mais sur les cryptos qui peuvent déjà prendre 50% en une séance, je ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre de l'effet de levier, surtout de l'effet de levier x 40, x 100. Donc ici, purge parce que trop d'effet de levier.
Et là, pareil, certains vont jouer le rebond technique sur le sur le support, eh bien, purge du marché, trop d'effets de levier, donc grosse liquidation. On a eu pas mal de liquidations sur Binance et sur d'autres exchanges. Et finalement, moi, je vous disais que la moyenne mobile 50 allait offrir un excellent rebond du marché. Derrière, on a fait certes un peu d'excès parce que c'est extrêmement volatile et que les stops étaient mal placés, donc il fallait purger encore une fois tous les acheteurs qui s'étaient mal placés ou avec trop d'effets de levier, donc purge, et derrière, hop, le marché se reprend et on arrive à reconquérir les 33 850. Donc aucune raison d'être baissier, encore une fois, sur le BTC, je ne vois pas de bear market, juste des grosses purges pour sortir les week-ends et les personnes qui ne maîtrisent pas encore correctement cet actif et qui ont tendance à faire un peu n'importe quoi avec soit trop d'effets de levier, soit des positions colossales qui les mettent à chaque fois en liquidation. Sinon, en données daily, c'est intéressant. En tout cas, on a fait un beau marteau, on est potentiellement en train de faire une étoile du matin. Donc, je vais surveiller la clôture. Mais si on a une clôture au-dessus des 33 850, eh bien, potentiellement, un creux de marché pourrait se former. Donc là, à suivre sur le BTC, mais pour moi, on a fait une belle purge, on s'est fait bien peur hier. Tout le monde était un peu en mode panique. Finalement, ça a clôturé dans le vert et ce matin, on reprend de la hauteur. Donc là, j'aimerais qu'on clôture au-dessus des 33 850 pour former cette étoile du matin et avoir un signal technique haussier. Et mon deuxième objectif, comme je vous le disais, ce serait d'aller chercher les 40 800. De jouer le rebond technique sur la moyenne mobile 50. Donc là, c'est chose faite pour venir chercher les 33 850. Et ensuite, deuxième TP, ce serait la moyenne mobile 50 daily. Et là, ce sera un gros morceau à passer. En tout cas, je ne passe pas baissier sur le Bitcoin tant que les 30 000 $ ne sont pas enfoncés en clôture hebdomadaire et que les prix ne se retrouvent pas sous la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Voilà, là c'est ce qu'il faut retenir absolument sur le BTC. C'est vraiment un niveau clé majeur et qu'il ne faut pas paniquer tant que les prix ne sont pas sous la moyenne mobile 50 hebdomadaire et sous les 30K en clôture hebdomadaire de bougie. Voilà ce qu'il faut retenir sur cet actif. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur les marchés.